Le thème de la conférence que vous vous apprêtez à écouter est « Sujet varié » de décembre de l'année 2020. Le choix de cette thématique est tout simplement que je veux parler d'une variété de sujets. Donc, je veux que les choses soient claires et simples. Et c'est la même chose par rapport à mon existence. Et l'un des premiers sujets, parce que je vais aborder plein de sujets, ça va aller dans plusieurs directions aujourd'hui. Donc, à la différence de d'autres fois où ce que je prends un sujet que j'annonce en début d'entretien et par la suite je l'explore d'une manière verbale dans les minutes qui suivent. Aujourd'hui, la démarche se veut différente. Donc, je vise à aborder plusieurs sujets qui vont aller dans plusieurs directions, naturellement. Donc, dans un premier temps, je voulais parler de l'importance de donner un espace d'ouverture à autrui, un espace de disponibilité par rapport aux gens, de son environnement, c'est ça si on en ressent le besoin, pour éviter que des gens qui accumulent des choses par rapport à soi. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un échange avec une personne de mon environnement et puis ça fait plusieurs mois que la personne accumulait des choses par rapport à moi, qu'il y a des choses que j'ai faites ou des paroles que j'ai dites qui l'ont mis mal à l'aise. Et ça s'est échelonné sur plusieurs semaines. Et au lieu de me le dire à mesure, ben là, la personne elle m'a envoyé un message, puis elle m'a tout dit ça point par point. Et ce que j'y ai répondu, j'ai dit, ben écoute, t'aurais pu me le dire à mesure, comme ça on aurait pu en parler, puis moi j'aurais évalué les choses que j'ai ajustées à mesure, ça a été beaucoup plus clair, ça a été beaucoup plus simple à gérer, puis le malaise que tu as vécu serait pas nécessairement échelonné sur une aussi longue période de temps. Et c'est sûr que pour ce qui est des gens de mon environnement, surtout quand que je rencontre des nouvelles personnes d'une manière rapprochée, ben, je leur dis, écoutez, s'il y a quoi que ce soit qui vous pose problème, ça peut être n'importe quoi, gênez-vous pas pour me le dire à mesure. Donc, autrement dit, en faisant ça, je vise à ce que les personnes, s'il y a quoi que ce soit qui les dérange par rapport à ma personne, qu'ils me le disent pour que, dans le fond, par la suite, j'évalue s'il y a place à ajustement. Et c'est sûr que je fais ça dans une optique de favoriser une qualité de confort relationnel, puis d'éviter justement qu'il y ait des non-dits ou des malaises qui se créent dans le temps. Et aussi de favoriser des fois des gens qui peuvent, par exemple, être timides ou être gênés ou dire « Ah, telle chose, ça se dit pas », puis avoir des tabous, d'aller au-delà de ça. Bien entendu, quand que je dis ça, c'est une ouverture que je veux faire par rapport à la critique, aux ajustements, mais ce qu'il faut comprendre, c'est toujours constructif. C'est sûr que si quelqu'un me dit « Tu manques d'ajustement par rapport à ça », puis la personne cherche à m'insulter, vibratoirement me dénigrer, vibratoirement m'abaisser, je donne pas suite à ça. Puis des fois, je vais même censurer des commentaires là, sur YouTube. Donc, tout dépendant vibratoirement comment c'est fait. Si je sens qu'il y a une ouverture réelle de la personne à me communiquer la nature de son malaise dans un esprit de transparence puis d'ajustement vibratoire pour favoriser la paix de l'esprit, ben, c'est sûr que j'ai à le considérer. Mais là, si la personne amène des éléments pour critiquer, en bon québécois, chialer pour chialer, non, je ne donnerai pas suite par rapport à ça. Donc, il y a toujours une question vibratoire dans la manière que c'est fait, naturellement. Mais ce que je veux dire, c'est que ça c'est un élément lorsqu'on vit un processus de conscientisation, d'évaluer notre rapport à autrui, puis voir si on a à s'ajuster aux autres, puis de leur donner aussi la disponibilité de le faire ou créer l'ouverture de le faire, parce que des fois, il y a des gens qui sont plus introvertis ou sont plus gênés. Et puis, c'est sûr que moi-même, je peux parler de mon expérience, de mon vécu par rapport à ça. Au fil du temps, à plusieurs reprises, j'ai dit à ma compagne, écoute, c'est quoi que ce soit, surtout que je passe du temps avec elle, là, d'une manière assez rapprochée, plusieurs heures par semaine, ben, j'ai dit, écoute, à plusieurs reprises, pour favoriser une ouverture, ben, c'est quoi que ce soit qui te pose problème par rapport à mes agissements ou mes paroles, etc., je ne te pas pour me le dire. J'ai même dit une fois à ma compagne, même plusieurs fois, j'ai dit, si t'es tanné de m'entendre parler de conscience supramentale, je ne te pas pour me le dire, je vais arrêter. Il y a aucun problème. Donc, je vais avoir cette ouverture-là dans un esprit de transparence avec elle, surtout que je passe beaucoup de temps dans mon existence avec elle, pour qu'il y ait un confort relationnel qui soit présent.
Donc, puis si c'est une réalité pour moi, ben ça peut l'être aussi pour d'autres personnes. Et c'est ça que l'idée d'ajuster les choses à mesure, c'est d'éviter des accumulations d'énergie, puis qu'à un moment donné, une personne qui explose, un peu comme un volcan qui accumule beaucoup de choses, puis bam! Ça éclate. Donc, c'est sûr que dans ma manière d'être, je préfère les gens qui sont francs, directs et qui s'expriment sans tabou. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise nécessairement comme ça. mais c'est correct. Écoutez, c'est tout à fait... c'est correct. Il y a d'autres personnes qui existent aussi sur l'Internet. Il y a des gens qui sont pas à l'aise nécessairement avec mes enregistrements. Des fois, je vais aborder certains sujets d'une manière assez explicite. Parce que, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il y a d'autres chaînes sur YouTube, il y a d'autres personnes. Puis moi, j'ai aucun problème. Donc, en lien avec ça. Mais le point, ce que je veux dire, c'est que ce que je trouve, c'est que ce qui est plus intelligent que les gens disent à mesure ce qui leur pose concrètement problème, qui leur crée de la contrariété, plutôt que de vivre de l'accumulation ou de la rancune dans le temps. C'est tout simplement ça. Donc, moi, c'est sûr que j'ai une vision de la communication quand même assez explicite. Donc, pour moi, n'importe quel sujet peut être abordé. Autant parler de la mort, autant parler de la sexualité, autant parler du coronavirus, autant parler des élections américaines. Pour moi, n'importe quel sujet peut être abordé. Donc, l'idée qu'il y a des sujets tabous, bon, ça, je sais qu'il y a une programmation culturelle en lien avec ça. Mais pour moi, cette programmation-là empêche la liberté de la parole. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui doit éclater. Mais c'est sûr que je respecte aussi la sensibilité des gens, dans le sens que si j'ai pas la vibration de leur parler de certains sujets, je n'en parle pas. Donc, ça, c'est un autre aspect aussi. C'est qu'on peut capter vibratoirement qu'il y a des choses qui ont été dites avec certaines personnes seulement, puis pas avec d'autres. Surtout quand il est question de conscience, notamment la conscience supramentale, parce que c'est pas tous les gens qui ont composé présentement, à l'heure actuelle, avec ce type de conscience-là, dans le cadre de leur existence. Donc, voilà la mise au point que je voulais faire. Donc, dans un deuxième temps, ce que je voulais mentionner, c'est que l'objectif de mes enregistrements que je fais sur le web, j'en ai produit d'ailleurs au-dessus de 500. Il y a des gens que je leur dis ça et ils me croient pas. Mais c'est correct, vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous pouvez vérifier. Vous allez en bas de l'enregistrement présent, il y a un lien web sur archive.org. C'est un site Internet gratuit d'entreposage de données. Et là, vous allez pouvoir retrouver tous ces enregistrements-là que j'ai produits. Donc, c'est sûr que l'objectif, lorsque je communique, c'est de me donner un espace de liberté d'expression. Et mon objectif fondamental n'est pas, et je vais le dire ici avec clarté, j'espère qu'il y a des gens qui vont le comprendre, n'est pas nécessairement de diffuser juste des éléments en lien avec la conscience supramentale. Donc, lorsque je fais des enregistrements, je me permets d'avoir différentes tonalités. Donc, des fois, c'est une tonalité un petit peu plus journalistique où, par exemple, je vais lire des informations tirées d'un article que j'ai vu sur Internet, donc du Mémorial, que je trouve intéressant. Donc, d'autres fois, je vise à canaliser du matériel d'une manière improvisée, d'une manière spontanée. D'autres fois, mon commentaire est plus teinté d'un esprit philosophique. C'est sûr que dans le domaine de la philosophie, je m'intéresse entre autres au philosophe jovialiste québécois André Moreau. Et comme j'écoute régulièrement ses enregistrements, des fois j'ai envie de commenter certains des concepts qu'il va aborder, au même titre que parfois j'apprécie commenter des éléments que Bernard de Montréal amène dans le cadre de ses enregistrements nombreux que je vais écouter aussi de temps à autre. Donc, c'est la raison, entre autres, pour laquelle que l'optique de mes communications, puis je prétends pas à viser à parler continuellement de conscience supramentale parce que, à quelque part, la conscience, la vibration du supramental, c'est quelque chose qui peut s'installer à un moment, puis à un autre moment, ça s'en va. Donc, c'est sûr que des fois,
quand que je fais des comparaisons, ça peut être un petit peu brutal, mais c'est la façon que je vois sincèrement les choses. Donc, pour moi, la conscience supramentale, lorsqu'elle s'installe à travers la parole, c'est lorsqu'une tension énergétique significative qui est souvent associée à de la souffrance. Et une tension importante. Et j'aimerais ça la comparer. Puis là, il y a des gens qui peuvent trouver brutal comme comparaison, mais c'est ainsi. C'est ce que je trouve le plus communicant. C'est une envie urgente, par exemple, de déféquer. Donc, quelqu'un mange quelque chose et la personne a une réaction ou rapide, comme quelqu'un qui prend un laxatif, là. C'est très rapide, c'est très intense, puis il faut qu'elle expulse la nourriture de son corps. Et c'est pas un mouvement intellectuel, c'est un mouvement spontané du corps. Le corps vient de prendre une substance qui est laxative et il a besoin rapidement de déféquer. La personne, c'est très vécu d'une manière très intense. Elle peut pas réfléchir puis intellectualiser la chose en disant « Je vais-tu aux toilettes? Je vais-tu pas? Je vais-tu? » Non! La personne a envie de déféquer, elle court vers la toilette puis elle se met à déféquer sur le bol de toilette. Si elle peut rentrer, puis si elle n'est pas capable de rentrer, elle va déféquer au sol. Donc, pour moi, le rapport à la conscience supramentale, il est ainsi. Autrement dit, si je vis un état sous tension énergétique extrêmement intense, pour moi, c'est un petit peu comme une envie de déféquer intense, et la parole s'installe. Ce que je vais appeler la mise en vibration, ça peut survenir à différents moments de la journée. Ça peut être à 3 heures de l'après-midi, mais ça peut être aussi à 3 heures du matin. C'est sûr que si je suis avec une personne à 3 heures du matin, couché au lit, et j'ai envie de faire un enregistrement, je vais pas nécessairement donner suite pour pas la réveiller. Par contre, si je suis seul, c'est une autre affaire. Autrement dit, pour exprimer la parole puis manifester une vibration, c'est quand on le sent. Parce qu'après ça, on peut intellectualiser la vibration. Donc, mais la conscience supramentale, la façon que je le comprends, et mes expériences que je peux vivre par rapport à mon esprit, c'est toujours un feu qui s'allume intérieurement et c'est toujours en réaction avec une tension énergétique. Donc, lorsque les choses vont bien, à ce moment-là, j'ai plus tendance à être détendu, calme, relax. Autrement dit, la vibration s'installe pas. Par contre, il arrive des contrariétés existentielles, des oppositions qui font en sorte, un peu comme l'envie intense de déféquer qui va s'installer lorsqu'on a une réaction suite à l'ingurgitement d'une substance qui, dans le fond, est laxative alors qu'on le savait pas. Ben, c'est un petit peu ça. Pour moi, la conscience supramentale, c'est un choc énergétique vécu au niveau de l'ego qui nous amène dans une dynamique qui nous sort de notre mécanicité habituelle, de notre façon molle de faire les choses. Donc, il y a une intensification énergétique qui est là. Et c'est ce qui permet par la suite d'avoir une parole qui va traduire cette intensité énergétique. Et l'intensité énergétique vient souvent par rapport à un choc existentiel qu'on peut vivre. Et plus le choc est intense, puis plus que d'une manière inversement proportionnelle, si on est capable d'utiliser l'énergie du choc pour se propulser dans une parole, ben, on peut canaliser cette énergie-là comme moyen de définition identitaire pour monter en puissance sur le plan individuel. Par contre, si par rapport au choc, on se réfléchit en tant que victime puis on s'écrase, ben, on peut sombrer dans un état de dépression. Donc, c'est ça que l'idée, dans le cadre d'un vécu en relation avec l'esprit, c'est d'être capable de réaliser que les événements opposés à notre existence sont, à quelque part, des opportunités pour monter dans une énergie de parole qui nous amène à aller plus loin que notre état de conscience habituel lorsque nous ne sommes pas sous tension énergétique. Donc, c'est sûr que des gens qui peuvent, lors d'une activité sexuelle, chercher à simuler de la jouissance, puis se mettre à crier, mais la personne qui a une oreille aiguisée peut capter vibratoirement, ou devrais-je dire une sensibilité aiguisée, peut capter vibratoirement si les cris de jouissance sont réels ou pas. Et c'est la même chose pour la parole vibratoire.
Autrement dit, quelqu'un peut chercher à simuler la parole vibratoire et quelqu'un qui a une sensibilité avisée, qui est habitué de composer avec la vibration de l'esprit, parce que le semblable ne peut qu'être connu que par le semblable. Donc, autrement dit, pour intercepter psychiquement que quelqu'un parle avec une parole chargée d'une vibration, eh bien, il faut que la personne ait déjà un vécu psychique en relation avec son propre esprit d'une manière volontairement consciente qui lui donne une mesure lorsque la personne a une parole qui est réellement vibratoire. Par contre, si une personne cherche à simuler la parole vibratoire ou à simuler l'orgasme, puis la personne est très sensible à l'autre, elle va le voir tout de suite. Ça ne marchera pas. Donc, et l'intensité est variable. C'est comme les orgasmes, la parole vibratoire. Autrement dit, il y a des gens qui peuvent vivre des états énergétiques orgasmiques extrêmement intenses, d'autres un petit peu moins, ça dépend. C'est en relation avec la gestion du flux énergétique qui passe à travers le corps de l'individu. Et c'est sûr qu'en lien avec ça, ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque je prends la parole, il peut y avoir des moments où je me réfléchis davantage, d'autres moments que je suis plus vibrant. Puis c'est sûr qu'en tant qu'égo, c'est très difficile à vivre. Avec le recul, dans mon auto-évaluation, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça, en passant, là. Vous ferez vos observations par rapport à vous-même, mais ce que j'ai observé dans mon existence, c'est que lorsque je souffre d'une manière très intense et que je vise à mettre fin à la souffrance à travers une définition de parole, que je monte dans un état d'opposition créative dans mon rapport à l'esprit, c'est là que je sens que le courant passe plus. Lorsque je suis tiède, non. Lorsque je suis vraiment écœuré, en bon québécois, lorsque j'en ai plein le cul, puis que je monte en vibration, puis j'ai le sentiment que j'ai plus rien à perdre, j'ai plus à la peur de perdre quelque chose, ben c'est là, tabarnak, que je me sens plus allumé. C'est le constat que je fais dans mon existence. Autrement dit, pour accéder à la parole vibratoire, malheureusement, c'est plate, là. Moi, j'aimerais, dans un sens, ça me contrarie que la réalité soit ainsi, mais c'est ainsi que je l'aperçois, ben il faut souffrir. Et c'est sûr que dans le fond, dans l'existence, je préfère jouir que souffrir, naturellement. Donc, je suis pas quelqu'un qui est masochiste. Et c'est sûr que des fois aussi, je vais prendre la parole tout simplement pour le plaisir de communiquer. Ce qui est une dynamique très différente. Et je m'autorise, je me donne le droit de vivre ces différents temps-là. Et c'est sûr que s'il y a des gens, dans le fond, qui veulent entendre strictement du matériel en lien avec une conscience supramentale, dans la même lignée que Bernard de Montréal, eh bien, je vous propose, tout simplement, d'écouter Bernard de Montréal. Là, vous allez être sûr de ne pas vous tromper. Si vous voulez quelque chose d'aussi bon que Bernard de Montréal, que vous croyez aussi bon que Bernard de Montréal qui doit être parlé, ben, écoutez Bernard de Montréal. C'est sûr que dans l'optique de ma parole, je vise pas à être un disciple de Bernard, bien que j'apprécie son œuvre, bien que il y a certains principes qu'il a développés que je trouve extrêmement intéressants. Mais il y a d'autres personnes aussi que je trouve intéressantes dans le domaine de la conscience. Il y a pas juste Bernard. Et c'est sûr que ultimement, c'est ma propre individualité qui peut se déployer à travers la parole qui m'intéresse. Et c'est sûr que j'encourage les gens à en faire autant. Pas être un disciple de Bernard, pas être un disciple de Daniel Kemp, pas être un disciple de Daniel Ménard, pas être un disciple de Marc de la Salle, pas être un disciple de personne, mais aller à la rencontre d'eux-mêmes à travers la parole qu'ils peuvent déployer pour se savoir, véhiculer une parole à voix haute qui est porteur du réel qu'ils ont à vivre. Et c'est sûr que verbaliser des choses réelles par rapport à soi dans une optique d'ajustement, ben, c'est intéressant parce que c'est ce qui nous permet de monter en vibration puis en définition. Donc, puis avec le temps, ben, par rapport aux différents communicateurs du domaine de la conscience, parce qu'au fil du temps, j'en ai exploré dans différents secteurs. Oui, dans le domaine, entre autres, de la conscience supramentale, mais aussi, par exemple, dans le domaine de la psychologie, le psychiatre québécois, le Doc Mayou, donc que j'apprécie également, de par son intensité, sa franchise dans sa parole, ce que certains vont appeler son gros bon sens. Donc, c'est un homme très pratique. Donc, il y a différentes personnes que j'apprécie, qui m'ont inspiré, et dans le fond, moi, je suis conscient que à quelque part,
c'est utile qu'il y ait plusieurs communicateurs dans un domaine pour qu'il y ait plusieurs façons de dévoiler des choses, de percevoir qu'est-ce qui se passe. Puis j'aime bénéficier de l'intelligence de différentes personnes à travers leur qualité de communication, parce que ça va m'inspirer. Et c'est sûr qu'avec le temps, j'en prends puis j'en laisse. Et c'est sûr que si vous voulez entendre un disciple de Bernard qui va s'exprimer au micro, écoutez, tout simplement. En fait, si vous voulez entendre quelqu'un qui va dans le même sens, là, totalement dans le même sens que Bernard, écoutez Bernard de Montréal, tout simplement. Donc, et c'est ça que je voulais mentionner. Parce que si quelqu'un m'écrit pour me critiquer, il dit t'es pas aussi bon que Bernard, ou Bernard il était plus ajusté que toi lorsqu'il parlait, par exemple, de l'amour, ou parlait de ci. C'est votre perception des choses. Puis c'est bien parfait. Moi, je tords pas les bras aux gens pour qu'ils écoutent mes enregistrements, puis je tords pas non plus un autre orifice corporel des gens pour qu'ils écoutent aussi. Moi, dans le fond, je m'en fous. Il faut pas que l'instruction de Bernard soit, pour moi, un modèle normatif à atteindre, en ce sens que si on prend, par exemple, le domaine de la religion catholique, il y a des gens qui vont lire l'œuvre qui a été en relation avec Jésus-Christ, qui a été rédigée par les apôtres, et les gens vont vouloir, dans le fond, suivre l'enseignement du Christ. Puis, dans le fond, aller dans ce sens-là, pour se modeler sur lui. Et là, Bernard est arrivé, il a fait des conférences, il a écrit également des livres, puis là, il y a des gens qui veulent se modeler là-dessus. Le modelage, à partir de formes qui ont été générées par autrui, n'est pas garant de l'expression de la liberté individuelle et de la favorisation d'une conscience créative au sein de l'individu. Donc, si quelqu'un fait juste, dans le fond, vouloir répliquer des formes qu'il a déjà entendues, ça ne l'amènera pas à manifester une conscience créative qui va lui donner les formes qu'il a besoin dans le moment présent. Par contre, ça va lui permettre de répliquer des formes qui, j'en conviens, peuvent être extrêmement ajustées en fonction d'une conscience initiatrice qui s'est manifestée. Ça, c'est clair. Les formes qui ont été générées par Bernard de Montréal ou d'autres initiés au cours de l'histoire, ou ne serait-ce que le principe « aimez-vous les uns les autres » qui a été attribué à Jésus, c'est des formes qui sont vectrices, porteuses d'une vibration extrêmement forte. Par contre, le point, c'est que ça peut avoir une certaine utilité relative, mais il faut que la personne entre dans son identité plutôt qu'être disciple d'un autre, parce que c'est les disciples d'un autre, elle vit en fonction des pantoufles. Elle marche dans les souliers d'une autre personne au lieu de générer ses propres souliers, ses propres formes d'une manière ponctuelle. Parce qu'il ne faut pas qu'elle suive elle-même dans une doctrine qu'elle pourrait manifester à travers une parole si elle veut être libre des formes, parce que sans ça, à ce moment-là, elle se limite. Puis ça, c'est même d'agir en correspondance avec des formes du passé. Donc, ça prend une fluidité de conscience. Et c'est sûr que le piège lié à toute forme d'enseignement ou d'instruction du passé, c'est de devenir fossilisé là-dedans, se rigidifier là-dedans, puis perdre la liberté, perdre la capacité d'avoir la spontanéité d'un enfant qui, ne se référant pas à du mémoriel ancien qu'il a mémorisé, va amener des idées nouvelles. Parce qu'il n'y aura pas du mémoriel qui vont faire interférence au déploiement de sa propre créativité dans l'instantanéité du moment présent. Donc, si un enfant n'est pas contaminé par un paquet de préjugés, un paquet de tabous, à ce moment-là, l'idée que telle chose, ça se fait pas ou ça se pense pas, il n'est pas court-circuité par rapport à ça. Donc, ce qui lui permet à ce moment-là d'explorer des voies nouvelles de la connaissance ou du savoir, puis de générer des choses. Donc, avoir une conscience génératrice réelle. Donc, c'est sûr que la particularité que je voulais mentionner avec l'instruction de Bernard, puis dans les derniers jours, j'ai comme pris une pause de l'écoute des enregistrements de Bernard de Montréal parce que j'étais pas... Voyez-vous, présentement, je suis pas à l'aise avec ça. C'est tout le temps l'histoire qu'il parle pour l'avenir, d'ici 2500 ans. Et à quelque part, le risque par rapport à ça, c'est, en tout cas en ce qui me concerne, peut-être que ça vous arrive pas, là, mais en ce qui me concerne, c'est que ça m'amenait tout le temps à avoir mon regard tourné vers l'avenir et d'envier comme les gens dans 2500 ans qui vont avoir un paquet de facultés psychiques, qui vont avoir réglé nombreuses problématiques auxquelles on est exposé présentement.
Donc, ça m'amenait en tant qu'ego à être envieux des gens de l'avenir. Et c'est sûr que c'est comme l'idée que dans 2500 ans environ, depuis son passage sur Terre, que les gens vont connaître un état de réalisation à travers un processus évolutif. C'est sûr que d'apporter de l'attention par rapport à ça, ça m'amène dans un esprit de la fuite, donc à vouloir rejeter le moment du présent pour vivre dans un temps qui n'est pas le mien. Puis en faisant ça, j'investis pas le présent de ma conscience et je ne joue pas de la vie. Je fais plutôt rêvasser à quoi pourrait représenter le futur dans le cadre d'une civilisation où les gens vont pouvoir, par exemple, se dématérialiser à volonté. Les gens pourront devenir immortels, c'est-à-dire être sur le plan physique tant aussi longtemps qu'ils le désirent et avoir accès à des niveaux de conscience qui, aujourd'hui, ne sont pas disponibles dans la population en général. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, présentement, depuis les derniers jours, je me sens beaucoup plus proche du philosophe jovialiste André Moreau qui disait « Quand, sinon maintenant, où, sinon ici, car c'est ici et maintenant que nous pouvons être. » Donc, c'est ce que je comprends de son instruction. Je pense qu'il citait les paroles d'un autre philosophe, mais le principe qui m'habite présentement, à l'heure où je vous parle, c'est de rien attendre de l'avenir, puis de me donner tout ce que j'ai besoin, tabarnak, dans le moment présent pour jouir de la vie pleinement. Donc, c'est cet esprit-là qui m'habite. Donc, surtout que dans 2500 ans, là, je risque d'être mort bien longtemps sur le plan biologique avant ça. Donc, puis il y a des gens qui ont annoncé le futur, que ce soit Bernard ou d'autres, puis qui finalement, ils ont jamais pu profiter de la civilisation dotée d'une conscience nouvelle qui a été évoquée dans le cadre de conférences. Donc, ma vie est consacrée présentement à des plaisirs qui sont simples. Ça peut être, par exemple, de caresser mon chat sur le divan, puis de l'entendre ronronner. Ensuite, ça peut être de faire des mouvements de yoga pour être présent à mon corps. Et c'est sûr que pour moi, la jouissance de la vie dans le moment présent, ça peut être, entre autres, une jouissance culinaire. Et c'est sûr qu'au fil du temps, j'ai fait l'étude d'une manière assez méthodique. Donc, et le contexte de la crise présentement, où je vous parle du coronavirus, où les gens peuvent plus aller en restaurant, ben j'ai étudié les différents mets à emporter qui existent dans les restaurants, pour les endroits que j'habite, pour identifier c'est quoi que j'aime le plus. Donc, ma définition individuelle au niveau culinaire se rapporte à clarifier c'est quoi que j'aime le plus. Comme par exemple, je vais aimer beaucoup manger de la nourriture indienne avec des épices, des parfums particuliers, des arômes. C'est sûr que je vais aimer aussi manger des sushis. Parce qu'à chaque fois qu'on mange un sushi, pour moi, c'est connaître dans la bouche plusieurs saveurs en même temps. C'est très sophistiqué, un sushi, parce que il y a plusieurs éléments simultanément qui vont composer le rouleau de sushi qu'on peut absorber. Donc, ça fait plusieurs saveurs en même temps. Et de goûter, par exemple, du gingembre et du wasabi entre les sushis va nous permettre de goûter à quelque chose qui crée une intensité dans la bouche. Du wasabi, là, la substance verte qui accompagne les sushis, qui va permettre un effet de contraste par rapport au goût des différents sushis pour, dans le fond, qu'il y ait une certaine diversité naturellement qui s'installe. Donc, c'est sûr que de par la crise, eh bien, comme je me déplace pas beaucoup sur la route, hein, c'est pas propice au déplacement. Comme dans le fond, je vais pas au cinéma. D'ailleurs, j'y allais rarement avant la crise. Mon attention est beaucoup tournée vers la nourriture. Donc, j'en fais l'étude méthodique pour voir c'est quoi que je vais plus apprécier. Je vais aimer aussi manger du spaghetti. Je vais aimer manger un sous-marin chez Subway. Mais je regarde c'est quoi les saveurs que j'aime le plus pour être capable de jouir de l'existence terrestre pleinement. Donc, puis d'habiter mon corps. Et c'est sûr que la jouissance peut être carrément la jouissance sexuelle.
Donc, pour moi, par exemple, la question de l'art érotique est très importante parce que lorsqu'on vit une activité à caractère érotique, c'est-à-dire une stimulation du désir sexuel, ça nous permet, lorsque, par exemple, on reçoit ou on donne un massage à caractère érotique, d'être pleinement présent par rapport à son corps ou celui de la personne qui reçoit le massage. Donc, si c'est un massage intégral qui implique une stimulation des zones érogènes, eh bien, à ce moment-là, pour bénéficier pleinement de l'expérience, ça prend une présence au corps pour investir de notre être chacune des sensations corporelles et cutanées qu'on peut percevoir lorsque, par exemple, on donne ou on reçoit un massage. Donc, c'est sûr que d'investir le présent de la présence, c'est propice à travers particulièrement certaines choses, comme la jouissance sexuelle et l'orgasme. Et c'est sûr que quelqu'un qui a une identité et qui est monolithique, il peut être pleinement là lorsqu'il fait quelque chose. Ben, quelqu'un qui est totalement présent lorsqu'il éprouve l'orgasme, au lieu d'être dans un mode de réflexion, ben, ça permet de le savourer avec plus d'intensité. C'est sûr que, par exemple, une personne qui vit une activité sexuelle mécanique et qui pense aux factures qu'il a à payer en les réfléchissant au même moment où il connaît l'activité sexuelle, bien, ça fait en sorte qu'il ne peut pas la savourer autant que quelqu'un qui est tout là. Par contre, ça peut être utile si, par exemple, la personne est un éjaculateur précoce. À ce moment-là, le fait d'avoir une attention divisée par rapport à quelque chose qui est inérotique, qui n'est pas érotique dans sa psyché, fait en sorte qu'il peut peut-être tenir plus longtemps dans un état d'érection sans éjaculer. Donc, ça peut avoir ça comme fonction. Par contre, quelqu'un qui veut vivre pleinement le moment présent, ben, il l'investit totalement de sa présence. Et là, à ce moment-là, il peut percevoir peut-être des sensations qu'il ne percevrait pas autrement, faute de disponibilité interne. C'est comme pour, par exemple, la lecture du non-verbal. Donc, si quelqu'un est présent à l'autre, bien à ce moment-là, il va capter des micro-mouvements, par exemple, de son regard. Il va capter des mouvements de sa figure, de ses gestes. Mais si la personne est avec l'autre, mais d'une manière distraite parce qu'elle est occupée simultanément à réfléchir à certaines choses, ben, ces éléments-là, elle ne les percevra pas. Donc, ça prend une présence à autrui pour pouvoir capter ces éléments d'information, puis capter aussi l'aide de l'autre, bien entendu. Parce que si la personne est avec l'autre puis elle réfléchit en même temps, ben, il n'y a pas une disponibilité interne à l'autre et il y a des aspects de l'autre qui vont lui échapper, naturellement. Mais tout ça pour dire que le mouvement qui m'habite présentement, c'est celui d'être pleinement parce que, avec le temps, je me méfie de toutes les prophéties qui ont été faites pour l'avenir, de toutes les annonces, que ce soit par des profanes, des initiés, des mystiques ou autres, parce que de croire que le futur va être mieux que le moment présent peut naturellement nous amener à des déceptions et de remettre à plus tard le soin de jouir de la vie. Parce que pour moi, la sensualité est très importante, car sans plaisir sensuel, à quoi bon de vivre sur Terre à travers un corps qui est de nature biologique? Et c'est sûr que les gens dans la haute spiritualité, les gens qui œuvrent dans une optique de transcendance, dans certains cas, vont chercher à fuir les ressentis corporels au nom de l'élévation spirituelle. Et le point ici que je veux dire, c'est que quelqu'un peut investir d'une conscience d'être, des ressentis corporels, être présent à son esprit, être à l'écoute de sa voix interne, tout en étant à l'écoute de son environnement immédiat, puis d'être capable de jouer avec ce qui se passe. Donc, c'est pas un ou l'autre, mais ça peut être les deux en même temps. Donc, autrement dit, quelqu'un peut, par exemple, éprouver une communication interne tout en
savourant, par exemple, un bon repas dans un restaurant. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, si la personne veut vraiment savourer davantage, elle arrête de parler avec l'esprit pour tout simplement être dans un état de vide et de réceptivité, c'est sûr, de disponibilité interne, donc totale par rapport à la sensation. Donc, elle peut faire du vide avec sa volonté pour être en état de réceptivité. Mais c'est sûr que le point que je voulais amener, c'est que l'intérêt pour l'avenir peut être dans une mesure futile parce que ça peut nous amener à reporter le besoin d'être pleinement soi-même à un autre moment. Donc ça peut être vrai en vertu de prophéties, d'annonces qui sont faites par rapport au futur de l'humanité ou des annonces qui sont faites par le gouvernement. Le gouvernement, ici au Québec, le gouvernement va nous dire, bien là on est en zone rouge. Et là, ils ont dit, on commence un confinement au mois d'octobre. Là, c'est du 1er au 28 octobre, une petite période de temps, le temps que le nombre de cas de gens atteints du coronavirus diminue. Puis après ça, on va y réévaluer. Donc, c'est juste une petite période à faire des sacrifices. Puis après ça, on va vous communiquer pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis, naturellement, on nous retarde le besoin dans certains cas. Ça crée une espèce d'effet... ces consignes-là que sacrifiez vos contacts sociaux à court terme dans l'espoir de peut-être les retrouver 28 jours plus tard, puis naturellement, du 28 octobre jusqu'à la fin du mois de novembre, une autre période s'est écoulée de 28 jours, et ils ont dit, il y a encore trop de cas de coronavirus, on va dans le fond, reporter encore plus tard. Dans le fond, l'idée que vous ayez accès à plein de contacts. Puis ensuite, c'est prévu pour la prochaine période, au moment où je vous parle. C'est prévu pour le 11 janvier. Puis simultanément, ça me dit intérieurement que le 11 janvier, là, la crise, là, les zones rouges, tout ça, ça sera pas réglé. Puis on va nous dire encore à plus tard. Pourquoi? Parce que progressivement, on nous amène à accepter une situation que si ça serait pas amené comme ça serait plus difficilement acceptable. Si on dit il faut que tu sacrifies pour les 6 prochains mois ou jusqu'au mois de mai, ou ce que normalement, là, en fonction de la température qui devient plus douce, il y a moins de cas de grippe saisonnière. Il y a plusieurs personnes qui trouveraient pas ça acceptable, mais à coup de 28 jours, on en remet plus tard le soin de jouir pleinement de la vie. Il y en a qui trouvent ça plus acceptable. Et c'est un petit peu comme la religion. La religion disait aux gens, sacrifiez-vous au nom du Christ, suivez les enseignements de l'Église, puis sacrifiez-vous, là, puis plus tard, vous allez mériter votre paradis, puis une fois que vous êtes mort, puis plus tard, vous allez avoir accès à un endroit agréable dans les cieux, à la droite du Seigneur, et ainsi de suite. Donc, on jouait sur l'espoir de plus tard. On te prive de quelque chose, mais plus tard. Et ça peut nous amener à fuir dans l'avenir. Tandis que moi, en tant qu'individu, je veux jouir dans la vie maintenant. Quand? Sinon maintenant. Même chose pour le sourire. Moi, je veux rire maintenant. Au moment où je vous parle, j'ai présentement, en termes d'âge biologique, j'ai 39 ans. Et mon aspiration fondamentale, à mesure que j'avance dans le temps, c'est être capable de jouir de la vie comme un enfant, avec simplicité. Et tout simplement. Donc, c'est sûr que, surtout en période de crise, au moment où je vous parle de coronavirus, il y a toute une tension sociale qui est créée en lien avec la menace du virus. Il y a quelques jours à peine, il y a eu une alerte d'urgence qui a été faite au Québec. Donc, il était près de 2h30 de l'après-midi, en plein après-midi. Et là, simultanément, eh bien, tous les téléphones intelligents qu'ont les gens, eh bien, ont été pris d'assaut par les forces gouvernementales. Même chose pour les téléviseurs, même chose pour les appareils radio, pour simultanément, à l'unisson, diffuser un message d'alerte. En fait, pour les téléphones intelligents, c'est une sonnerie particulière qui a retenti et il est apparu sur l'écran du téléphone, eh bien, un message qui, comme de quoi, je l'ai devant moi, je vais vous le lire.
c'est ce qui est arrivé. Ceci est une alerte de santé publique émise par Québec. En alerte, en vigueur pour le Québec. L'état d'urgence sanitaire demeure en vigueur afin de protéger des vies. Les rassemblements contribuent à la transmission de la COVID-19. Tous les rassemblements demeurent interdits en zone rouge, dans un lieu public ou privé, à l'intérieur comme à l'extérieur. Puis là, dans le message aussi, on nous menaçait là, que si on respectait pas ça, on pouvait avoir des amendes. Donc, c'est une technique qui vise à créer un choc psychologique au sein des gens. Donc, simultanément, tout le gouvernement prend le contrôle des téléphones, prend le contrôle de la télévision, de la radio, pour créer un impact fort au sein de la psyché de l'individu, le déstabiliser. Donc, à un moment précis dans la journée, sans que les gens s'attendent, boum! On a ces messages-là d'alerte qui apparaissent avec une sonnerie particulière pour créer un effet choc, pour saisir les gens et les amener. C'est sûr que sans doute des gens qui font ces alertes-là, puis sont bien intentionnés, là. Ils veulent saisir la population pour les sauver contre le virus du coronavirus, pour sauver des vies. Eux autres trouvent que c'est justifié de faire ce message-là d'urgence, mais je trouve ça quand même particulier, cette technique de communication, parce que en réalité, lorsqu'on regarde ça, c'est le canot que peut utiliser, par exemple, cette technique-là, la sécurité civile dans le cadre d'une urgence. Si, par exemple, au Québec, il y a un barrage qui est près de céder pour qu'il y ait une inondation, à ce moment-là, ça peut être pertinent qu'il y ait une alerte comme ça. Comme par exemple, lorsqu'il y a eu le déluge au Saguenay du lac Saint-Jean, il y a plusieurs années, bon, ben que tous les téléphones soient saisis comme ça, la TV, la radio, j'ai aucun problème. Pour moi, je trouve ça extrêmement justifié. Même chose pour ce qu'on appelle ici une alerte Amber. Donc, c'est-à-dire que il y a une petite fille aux États-Unis là, qui avait été kidnappée, puis suite à ça, on a décidé d'appeler les alertes pour le kidnapping d'enfants, les enlèvements, des alertes Amber. Donc, quand il y a une alerte Amber qui apparaît sur mon téléphone intelligent, la radio, la télévision, j'ai aucun problème par rapport à ça. Mais pourquoi une alerte COVID-19 puis mettre ça sur le même pied d'égalité que si il y avait un élément extrêmement grave qui a un impact pour la sécurité civile, comme par exemple un tremblement de terre, ça pourrait être une fuite de radioactivité qui, à mes yeux, pourrait justifier ce tel type d'alerte d'urgence. Et là, ce que je vois à travers ce processus de communication, c'est d'amener dans la psyché, dans l'imaginaire des Québécois, que la gravité du virus en termes de menace est aussi grande que celle d'une alerte en cas de catastrophe naturelle de grande amplitude, comme par exemple un tremblement de terre élevé sur l'échelle de Richter qui nécessiterait d'aviser des gens d'urgence de sortir de leur maison ou quoi que ce soit, là. Donc, c'est ça que je trouve ça particulier comme méthode de communication qui peut être déstabilisant. Pour moi, lorsque c'est arrivé, j'étais en contact avec des gens et non, il y a eu cette alerte-là qui est apparue sur mon téléphone intelligent. Il y a un bruit sonore particulier, mais ça m'a pas... non, ça m'a pas déstabilisé. Et quand c'est arrivé, dans le fond, moi je trouve que c'est exagéré parce que oui, le virus peut menacer la vie de certaines personnes, mais là de mettre ça sur quelque chose d'un danger immédiat, extrêmement grave, je sais pas à quel point c'est pertinent. Je vous laisse évaluer par vous-même naturellement. Et c'est sûr que dans le fond, par rapport à ça, ça peut créer un choc, mais si l'alerte est souvent utilisée, parce que je discutais avec ma mère au téléphone, puis elle me disait là, que le gouvernement va peut-être une fois de temps en temps utiliser cette technique-là pour créer chez les gens l'adhésion aux mesures sanitaires. Ben, à un moment donné, il y a des gens qui peuvent être blasés ou puis prendre ça au sérieux. Donc, c'est sûr. Puis, il y aura une alerte réelle qui va se produire et les gens iront pas voir leur téléphone intelligent pour regarder le message qui apparaît. Donc, à trop vouloir faire peur les gens, on peut créer ce qu'on appelle une désensibilisation systématique, des termes psychologiques un peu, mais c'est sûr que s'il y a régulièrement des alertes coronavirus qui apparaissent sur le téléphone intelligent, à la radio, à la TV, avec des sonneries particulières, ben, à un moment donné, on va entendre les sonneries, puis toutes ces stimulations-là, puis on va rester indifférent parce que
on prendra plus ça au sérieux si on évalue que c'est exagéré, par exemple, la nature de l'alerte, des alertes qui sont faites. Donc, c'est sûr que moi, s'il y a d'autres alertes sur mon téléphone intelligent, peut-être que je ne prendrai pas ça au sérieux la prochaine fois. Mais peut-être que ça sera une alerte réelle et qu'une jeune fille serait en train, par exemple, d'être kidnappée par un homme qui va chercher à la tuer ou l'agresser sexuellement. Mais comme il y aurait eu des alertes COVID bidons qui auront été présentées régulièrement, peut-être que je ne porterai plus attention. Je verrai comment je vais me comporter. Mais c'est un petit peu comme l'histoire, à trop vouloir créer au loup. Eh bien, à ce moment-là, on ne prend plus la personne qui crie au loup dans la rue au sérieux. Donc, quelqu'un peut crier une fois au loup, tous les villageois, par exemple, de village vont se mettre à sortir pour voir s'il y a un loup dans le village, s'il y a une menace réelle, objective. Puis là, s'ils voient qu'un jeune enfant qui rit d'eux, qui dit « Ah, je vous ai eu avec l'alerte au loup », puis l'enfant est mort de rire, puis les villageois sont contrariés parce qu'ils ont été dérangés de leur point de vue d'une manière inutile par le jeune qui joue un mauvais tour. Ça peut être possible que le jeune qui fait ça une fois, deux fois, trois fois, les gens prennent ça au sérieux, puis par la suite, la quatrième fois, le jeune enfant se met à crier « Oh loup! » Puis là, les gens ne sortent pas de l'intérieur de leur domicile, puis le jeune enfant se fait dévorer par le loup. Pourquoi? Parce que les gens ne prennent plus au sérieux la menace. Et c'est sûr que pour moi, si les mesures en lien avec la crise sanitaire sont exagérées, ce qui risque d'arriver, c'est que des personnes ne les prennent plus au sérieux. Donc, voilà l'impact que peut avoir ce type d'alerte-là si c'est utilisé très fréquemment. Donc, on va voir, c'est sûr, dans les prochains jours si ça va être utilisé de nouveau. Donc, ça, c'est un autre dossier. Hein? C'est sûr qu'aujourd'hui, le cadre de l'enregistrement, c'est des sujets en vrac. Donc, parmi eux autres, il y avait la question de l'alerte d'urgence qu'on a connue au Québec. Donc, c'est sûr que quelqu'un, s'ils veulent monter en intensité puis créer un choc plus grand dans les psychés, ça serait d'entendre, par exemple, le son d'une sonnerie pour aviser une attaque aérienne. Un peu comme on pouvait retrouver, par exemple, en Europe, lors de la Deuxième Guerre mondiale, où on pouvait entendre le son de sirène qui visait à avertir les citoyens d'une ville qu'un bombardement imminent était sur le point de se produire. Donc, c'est sûr que si on vient entendre ça ici au Québec, en lien avec la menace du coronavirus, à ce moment-là, puis il y a, ça dépend le nombre de cas aussi. Là. C'est sûr qu'au moment où je vous parle, je suis conscient qu'il y a une augmentation du cas qu'on nous dit, en passant, dans les hôpitaux de gens qui sont hospitalisés atteints. C'est sûr qu'on nous dit ça dans les informations, mais de voir à quel point ça justifie de monter en intensité par rapport à des alertes, puis des points de presse, puis des sonneries particulières, ça, c'est une autre affaire. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. En fait, sinon, aujourd'hui, ce que je voulais rajouter, c'est... Parce que je vois dans plusieurs sens dans le cadre de mes enregistrements et je sais qu'il y a des gens que si je fais un commentaire sur le coronavirus ou la crise actuelle, il y en a qui peuvent trouver ça superficiel. Écoutez, si vous trouvez ça superficiel, parce que c'est pas en lien avec la conscience supramentale, c'est plus un commentaire journalistique, j'ai pas de problème par rapport à ça. Vous êtes libre d'arrêter d'écouter l'enregistrement à ce moment-là. Vous êtes libre aussi de l'avancer. C'est comme vous voulez. Là, je vais faire un commentaire plus spécifiquement par rapport à un article que j'ai lu. En fait, c'est un article que j'ai lu en lien avec le journal Métro. Donc, je vais vous donner le lien en bas de l'enregistrement présent là, pour les gens que ça intéresse. C'est que, dans le fond, il y a seulement le journal Métro qui en parle. C'est le journal là, ici au Québec. Là, j'en ai pas eu d'écho à l'heure actuelle dans Radio-Canada ou dans TVA, donc les médias mainstream. Mais ce que ça dit là-dedans, c'est ceci. C'est que il y a la possibilité qu'il y ait des preuves de vaccination qui soient demandées systématiquement aux individus dans un temps rapproché, qui limiterait les libertés individuelles encore plus. Donc, en lien avec ça, ce qui est écrit dans l'article,
se rendre au Centre Bell, ce qui est ici un endroit au Québec, un amphithéâtre où il y a, par exemple, des parties de hockey, le sport national des Québécois, où ça peut être des spectacles aussi de musique. Donc, ensuite, prendre l'avion, aller au cinéma, toutes ces activités pourraient nécessiter une preuve de vaccination dans le futur. En tout cas, Québec a admis mercredi être en train de regarder les options pour mettre ça en place. Le ministre de la Santé en Ontario, Christine Elliott, a indiqué cette semaine que des preuves de vaccination pourraient être exigées pour pouvoir aller au travail, voyager ou visiter les théâtres et cinémas. Donc, je termine ici la lecture d'un passage de l'article. Et par rapport à cet article-là, je l'ai partagé il y a quelques jours là, sur mon mur Facebook. Puis il y a eu toutes sortes de réactions des gens. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque je partage un article, eh bien, il faut bien lire l'article. C'est que ça pourrait... C'est en évaluation que des preuves de vaccination. C'est pas passé encore, là. Donc, faut pas sauter trop vite aux conclusions par rapport à ça, mais ça peut être une éventualité à considérer. Et c'est sûr que, dans le fond, faut pas vivre dans la peur aussi là, par rapport à ça. C'est sûr que si ça se présente, à ce moment-là, puis vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est de regarder les actions que vous pouvez faire pour manifester votre opposition par rapport à ça, naturellement. Mais pour l'instant, c'est du virtuel. Par contre, c'est sûr que moi, je me permets de prendre en considération différents scénarios, dont l'un d'eux, naturellement, c'est que progressivement, il y a une société qui se met en place dans une optique de réduire le risque de transmission du coronavirus où l'individu qui a été confiné pendant une longue période de temps, on lui fasse miroiter que ce qui allait de soi comme avant, ce qui était un droit, par exemple de se promener dans un lieu public, donc comme aller au cinéma sans porter de masque, devienne un privilège. Et le privilège pourrait être acquis en ayant un certificat numérique de vaccination. Pourquoi que je dis numérique? C'est que si le certificat de vaccination est sur des papiers, ça peut être falsifié. Bien entendu, quelqu'un pourrait me rétorquer qu'un certificat numérique aussi pourrait être falsifié via un hacker, un pirate informatique. C'est une éventualité. Par contre, s'il y a un système de cryptage complexe, un peu comme qui est utilisé pour la crypto-monnaie, ça devient de plus en plus complexe à se falsifier. Et aussi, un certificat numérique, ça serait plus facile à gérer, par exemple, pour quelqu'un qui transporte l'avion, qui s'en va en voyage dans un pays, puis la personne, si, dans le fond, elle perd son passeport, puis c'est une identité numérique, de par certains paramètres biométriques, comme par exemple ses yeux, son visage, et aussi ses empreintes digitales ou autres, à ce moment-là, la personne qui a perdu ou non le papier, on peut la retracer dans un système en fonction d'identification. Il y a des variables biométriques. Donc, l'identité numérique serait sans doute beaucoup plus efficace qu'un document en papier. Surtout si, par exemple, la personne à l'entrée de l'aéroport, au lieu de demander les papiers, comme de quoi qu'il est vacciné, elle passe tout simplement dans un endroit où il y a des caméras avec reconnaissance faciale et d'indicateurs biométriques qui vont reconnaître à partir de son visage les informations associées à son dossier numérique. Et une fois que son visage est scanné, un peu comme on va scanner un code barre avec une machine, et bien avec la caméra avec reconnaissance faciale, si l'ordinateur, avec ses algorithmes sophistiqués, est capable de reconnaître le visage d'une personne qui est vaccinée, la personne, elle passe tout simplement le hall d'entrée de l'aéroport, puis elle marche librement. Donc, la personne, on ne lui demande pas des papiers, puis c'est pas compliqué à gérer, c'est tout simplement simple, c'est de la reconnaissance faciale. Mais il pourrait y avoir d'autres technologies aussi qui seraient utilisées là, naturellement, puis il pourrait y avoir le croisement de plusieurs indicateurs pour éviter les fraudes. Ça, c'est une autre opportunité, mais je m'égare ici. Mais le point, c'est sûr qu'en tant qu'individu, l'idée qu'on me demande un certificat vaccinal pour aller au cinéma, prendre l'avion, aller voir un match de hockey ou un événement public d'importance, comme un spectacle de musique rock, me déplaît. C'est sûr que si on en vient à ce stade-là,
c'est sûr que ça me tenterait pas d'aller dans ce sens-là. Surtout, le point qui est le point le névralgique, c'est le travail par rapport à ça. Parce que quelqu'un peut dire moi je vais me priver de loisirs, je n'irai pas au cinéma, je n'irai pas voir des spectacles de musique, mais là si on t'empêche de travailler parce que tu n'es pas vacciné, là c'est un préjudice très grave à l'individu, puis là on parle de discrimination sociale, une pratique qui est discriminatoire de par qui pourrait, dans un autre contexte, si on empêche quelqu'un pour un élément qui est de l'ordre de la discrimination, comme son identité sexuelle, son sexe, sa religion, c'est un élément qui, au niveau légal, ne passerait pas par rapport à la Charte des droits et libertés du Québec. Et ça pourrait, ça passerait pas sans doute, là, à moins que ça soit justifié. Puis c'est sûr que là, on pourrait nous dire que là, la discrimination serait justifiée à cause de la menace du virus comme argumentaire de type collectif pour s'opposer à ça. C'est un fait. C'est un fait. C'est sûr que, dans le fond, par rapport à ça, moi, en tant qu'individu, je verrai dans le temps comme dans le temps. Et le point que je voulais faire ici, c'était une petite mise en garde, parce qu'au fil des semaines, j'ai partagé sur Facebook beaucoup de nouvelles qui étaient plutôt pessimistes dans un sens par rapport à la crise en termes de réduction des droits et libertés ou de la violation des droits et libertés qu'il y a eu cours, par exemple, dans d'autres pays. Si je pense par exemple à un article que j'avais vu par rapport en Australie, à Melbourne, à l'égard du confinement, où il y avait un couvre-feu. Donc, c'est sûr que en tant qu'individu, puis c'est ça que je voulais vous dire aussi, par respect pour vous, c'est que il m'arrive un peu comme certains policiers de penser sale. Donc, autrement dit, de me retrouver par exemple dans un lieu public, puis penser à qu'est-ce qu'un criminel potentiel pourrait faire, au lieu de penser aux bonnes choses qui pourraient arriver. J'ai un tempérament pessimiste. Et c'est sûr que ce tempérament-là, pessimiste, peut avoir une certaine utilité. C'est sûr que sur le plan évolutif, beaucoup d'êtres humains, historiquement parlant, avaient tendance à focusser sur les éléments d'une nature pessimiste pour des raisons de survie. Autrement dit, la personne, elle se promène en forêt, elle entend un bruit qui est suspect, elle va attirer son attention là-dessus, puis historiquement, ça a été utile, ça a été bénéfique parce que si la personne entend un bruit suspect, puis c'est un animal prédateur, comme un ours, comme un lion, ça lui permet de survivre. Et c'est sûr que par rapport à toute information présentée en lien avec la crise, je peux avoir tendance en tant qu'individu, puis je sais qu'il y a plein de monde qui font ça aussi, et c'est la raison pour laquelle je vous en parle, de porter attention aux informations qui sont pessimistes à l'égard des mesures qui peuvent être mises en place. Et c'est sûr que mon point, c'est par rapport à toute information que je vous présente à travers mes enregistrements et surtout par rapport aux articles que je vous partage, de ne pas croire, puis de vérifier par vous-même si c'est réel, puis de ne pas consacrer, en tout cas, moi, avec le temps, voyez-vous, dans les dernières heures, là, je décrochais un petit peu de la crise. Je me tiens informé pareil parce que ça a une incidence concrète sur ma vie de tous les jours. Là. Si je peux pas voir les membres de ma famille dans le temps des fêtes, comme à l'habitude, ça a une implication concrète dans ma vie de tous les jours qui justifie que j'y apporte de l'énergie pour me tenir un minimum renseigné. Ce qui fait que je me sens un petit peu en otage par rapport à la crise. Puis c'est sûr que, dans le fond, l'égarement que je peux faire en lien avec ça, c'est de réfléchir d'une manière outrageuse par rapport aux possibilités, d'une manière trop grande, par rapport aux possibilités de résolution de la crise. Donc, ce qui pourrait amener la fin de la crise, comme on le voit présentement, ça ne s'aligne pas pour être la vaccination. D'ailleurs, un article de la presse en lien avec la vaccination que je vais vous mettre le lien en bas de l'enregistrement, en plus de celui sur la possibilité qu'il y ait des preuves de vaccination que je vais demander un peu partout en société, que je vais vous partager aussi. Donc, je vais vous partager plein de choses, mais le point que je voulais vous dire, c'est que, plus particulièrement, je vais vous partager l'article qui a été écrit à l'effet que le vaccin n'empêcherait pas à une personne de contracter le coronavirus et la personne pourrait être asymptomatique puis contaminer les autres même si elle est vaccinée. Et à ce moment-là, comme c'est indiqué dans l'article, à ce moment-là, à quoi ça sert d'être vacciné si on est obligé de garder pareil les mesures sanitaires au cas où qu'une personne
qui est asymptomatique, vacciné ou non, propage le virus à d'autres? Et la réponse, c'est que si la personne est vaccinée, apparemment, elle serait moins contagieuse. En fait, elle aurait moins fortement les symptômes, elle serait pas moins contagieuse, pardon, elle aurait moins fortement des symptômes du coronavirus si elle en est atteinte. Et c'est sûr que ça pourrait faire la différence entre quelqu'un qui en meurt ou qui en meurt pas. Donc, c'est sûr que si la personne a plusieurs conditions médicales, est avancée en âge et elle est vaccinée, apparemment, je dis bien apparemment parce que j'ai pas fait une expertise, j'ai pas fait une méta-analyse des informations, des données qui se rapportent au vaccin. J'ai pas eu le temps de ça, puis ça m'intéresse pas nécessairement d'entrer dans des considérations techniques. Donc, apparemment, la personne aurait moins de symptômes, puis ça pourrait faire la différence entre la vie ou la mort pour un individu atteint du coronavirus si la personne au préalable est déjà fortement fragilisée. Ça peut être une possibilité, c'est sûr. Sauf que le point, là, c'est qu'au mois de juillet dernier, le directeur de la santé publique, Dr. Horacio Arruda, ici au Québec, avait dit en entrevue de radio, eh bien, les mesures sanitaires comme le port du masque obligatoire pourront cesser lorsqu'on va avoir un vaccin. Par la suite, le vaccin apparaît quelques mois plus tard et les gens commencent à être vaccinés ici au Québec, comme en France, puis dans différents pays occidentaux. Et là, on nous dit non, le vaccin n'empêche pas que des gens soient porteurs, malgré eux, du virus et qu'ils soient symptomatiques puis qu'ils contaminent d'autres personnes. Ce qui fait en sorte que les gestes barrières, comme diraient les Français, que les mesures de distanciation sociale et autres vont perdurer encore pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et c'est sûr que en tant qu'égo, ça peut être facile pour moi là, de faire aller l'hamster. C'est-à-dire, c'est une façon de parler, là, c'est que ça tourne dans ma tête en rond, en boucle, un peu comme l'hamster dans un jouet. Donc, cet animal qui va tourner dans une immense roue qui est sans fin. À réfléchir comment va prendre fin la crise du coronavirus. Fait que là, avec cette information-là, c'est pas avec l'apparition du vaccin présentement que la crise va se terminer puis les mesures vont arrêter d'être mises en place. Donc, c'est une curiosité pour mon ego, mais en même temps, j'apprends à lâcher prise puis de me recentrer dans le moment présent en lien avec ça sur qu'est-ce que je peux faire concrètement pour être bien dans ma vie, pour jouir. Ben, ça peut être différentes choses. Ça peut être de prendre une marche, ça peut être de prendre un bon bain chaud, ça peut être d'avoir une conversation avec une personne agréable, naturellement, ou ça peut même être de faire un enregistrement au micro, comme je le fais présentement, parce que pour moi, c'est un plaisir de vie de communiquer. Donc, ça me permet de savourer l'existence, puis de me définir dans ma parole pour clarifier à voix haute c'est quoi mes besoins. Et c'est sûr que par rapport à la crise, s'il y a à peine un an, c'est-à-dire au mois de décembre 2020, j'aurais dit au moi-même que j'étais alors, en 2019, tout ce qui allait arriver en un an, il y a des possibles que je ne l'aurais pas cru. D'ailleurs, probablement que s'il y a environ un an, j'aurais proposé à un éditeur, quelqu'un qui publie des livres, un roman mettant en scène des personnages où l'action se déroule dans le cadre d'une crise sanitaire mondiale, avec le port du masque ici au Québec obligatoire en plein mois de juillet à la grande chaleur, alors que le virus circule à peu près pas. Ensuite, le fait que les élèves dans les écoles soient obligés de porter un masque à la figure pour les élèves là, un peu plus avancés en âge, le fait qu'il y ait du télétravail, le fait qu'il, par la suite... il y a en fait plusieurs événements qui ont eu cours dans les dernières semaines. J'aurais décrit ça dans un roman. Probablement que les éditeurs auxquels j'aurais envoyé une copie du roman dans l'espoir d'être publié l'auraient refusé en ayant jugé trop fantaisiste le scénario de la pandémie. Pas crédible le fait que j'aurais pu écrire dans le document que la pandémie ferait en sorte que le gouvernement empêcherait les Québécois de célébrer Noël en famille. Il y aurait sans doute des éditeurs qui auraient dit « Écoute, c'est vraiment pas vraisemblable comme scénario en lien avec la pandémie. Voyons donc, que les gens puissent avoir des amendes allant jusqu'à 1 500 $ pour se réunir en famille.
que par la suite, les gens ne peuvent plus circuler librement en société démocratique comme avant, de se réunir, le droit de se réunir aussi, de voyager d'une région à l'autre, puis qu'il y ait des zones rouges, des zones oranges. Voyons, non, c'est carrément exagéré comme science-fiction. Probablement qu'il y aurait sans doute un éditeur qui aurait dit « Écoute, vas-y mollo, là, ton scénario, il est pas assez vraisemblable pour que ça donne le goût aux gens de lire ton roman. » Il faut que ce soit quelque chose de plus proche de la réalité, de ce qu'on connaît, pour que ça fasse sens par rapport aux gens, puis que les gens trouvent ça vraisemblable. Mais là, j'imagine l'éditeur qui dit ton histoire d'amour, parce que dans le roman, naturellement, il y aurait une histoire d'amour, que ça serait entre deux personnes qui n'habitent pas au même domicile, qui appartiennent pas à la même unité familiale. Donc, techniquement, pendant la première période de confinement, ils n'ont pas le droit de se voir. Et dans le fond, techniquement aussi, lorsqu'ils se voient, dans la période du deuxième confinement, ça, il pourrait y avoir plusieurs livres que je pourrais faire là, en lien avec toute cette histoire-là. Plusieurs tomes. Dans le deuxième période de confinement, ils peuvent se voir d'un à un, mais théoriquement, il faut qu'ils restent à 2 mètres. Donc, ils n'ont pas le droit, par exemple, de vivre une activité sexuelle ensemble, de jouir de leur corps, de s'adonner aux jouets érotico-ludiques. Pour des raisons de possibilité de contamination inter-domicile. Donc ça aurait été par rapport à mon roman, parce qu'il y aurait eu un fond social avec, dans le cadre du roman, il y aurait eu le personnage principal qui est plus de l'optique rebelle, qui va, par exemple, manifester dans les rues, va faire différentes mesures pour que la crise prenne fin. Et il y a une tension dramatique par rapport à ça, parce que sa volonté ferme, c'est que la crise prenne fin. Et en même temps, il y a sa compagne qui le regarde, puis la tension par rapport au couple, c'est l'histoire qu'ils habitent pas au même domicile. Et à chaque fois qu'ils se rencontrent, c'est comme s'ils bravent un interdit. À chaque fois qu'ils s'enlacent l'un dans l'autre, eh bien, à ce moment-là, ils vont faire un geste qui est tabou dans la société qui émerge. Un geste qui est mal vu. Donc, dans la société dans laquelle je se trouvais d'avant la crise, de faire un câlin à quelqu'un, c'était un geste d'appréciation. Tandis que dans le cadre de la crise du coronavirus, dans lequel se déroule l'action, ça devient un geste de transgression sociale. Et là, le personnage principal se réunit avec d'autres personnes de sa famille ou d'autres amis, qui fait des câlins à chaque fois qu'il se voit, il devient un transgresseur social. Et là, c'est là sur quoi réside une partie de la tension dramatique, parce que la personne est entourée de gens qui sont pour les mesures, il y en a qui sont pour, qui cherchent à le convertir à la religion sanitaire, puis il y en a d'autres qui sont contre. Et là, l'individu est confronté à ces différentes personnes-là. Et ce roman-là que je pourrais écrire, d'ailleurs je vous le parle, je trouve ça intéressant, ça m'amuse, c'est que l'un des volets de l'histoire, c'est le vaccin est désiré par la société dans laquelle je se trouve comme étant l'élément, la planche de salut, à quelques jours avant Noël, au début de la vaccination, où les gens de la religion catholique attendaient quoi? La venue d'un sauveur professionnel, la venue du Christ pour le salut de l'humanité, parce que les gens sont pas capables de se sauver eux-mêmes, naturellement. Ils n'ont pas assez d'aide, ils n'ont pas assez d'identité, ils n'ont pas développé une conscience propre. Non, ça prend un sauveur en la personne de Jésus, puis tout le temps un sauveur à l'extérieur de soi-même, puis le vaccin, d'une manière symbolique, d'une manière métamorphique, métamorphique, façon de parler, là, mais d'une manière symbolique, en tant qu'archétype, c'est le terme que je voulais utiliser, il représente d'une manière symbolique l'avènement d'une béquille céleste qui va sauver l'humanité de la menace du virus décrit par les gens. Mais l'une des intrigues, parce qu'il y en a plusieurs dans le roman que je voudrais écrire, c'est le complexe pharmaceutique qui cherche à tirer profit de la crise pour vendre le vaccin. Puis en même temps, il y a une force d'opposition, les gens qui sont plus tournés vers les médecines naturelles qui, dans le fond, vont voir à travers ça qu'à quelque part, il y a d'autres personnes qui veulent se faire de l'argent, puis on cherche à amener les gens à être pour ou contre, à se polariser pour le port du masque, le traçage numérique, le vaccin, puis il y a d'autres enjeux de société qui s'en viennent aussi. Donc, la suite, lors de notre prochain épisode, je vais faire un radio-roman là-dessus. Non, je fais des blagues, là. Ça s'arrête là. Mais ce que je veux dire, là, c'est que tout le scénario terrestre qu'on vit présentement,
Il y a moins d'un an, là, en 2019, j'aurais raconté qu'est-ce qui se passe, comment que ça déboule les événements, que probablement que les gens auraient dit, c'est du délire ce que tu dis, c'est de la science-fiction. Et ce que je vous dis présentement, ce qui se passe avec la crise du coronavirus, c'est à un certain niveau. Mais il y aura sans doute d'autres crises de l'humanité qui vont avoir cours, qu'on pourrait, mettons le contact des êtres humains avec les extraterrestres, les gens vont dire ça se peut pas, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Mais il faut pas y apporter trop d'importance parce qu'en on joue pas du moment présent. Puis on sait pas dans quelles conditions aussi ça va arriver parce que ça faisait des années, si on pense à la crise liée au coronavirus, que c'était annoncé qu'à un moment donné, il allait y avoir une grande crise, là. Une grande crise sanitaire, pas sanitaire, pardon, une grande crise liée à une menace du virus. Puis il y avait des films qui ont été faits. Puis là, aujourd'hui, ça se concrétise en 2020. Sinon, en terminant, avant de compléter l'enregistrement d'aujourd'hui, je voulais mentionner que j'ai écouté le documentaire qui s'intitule « Maltraité », que vous pouvez retrouver sur Odyssey, qui est une plateforme de diffusion vidéo sur le web qui prend de plus en plus de place, de plus en plus d'ampleur. Donc, c'est sûr que je vous propose de l'écouter tout en ayant, naturellement, un esprit critique par rapport à tout ce qui est dit. C'est sûr que là-dedans, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on faisait référence naturellement à l'hydroxychloroquine qui a été fortement boudé ou tassé par une partie de la communauté scientifique, voire discrédité, alors que ça faisait au-dessus de 30 ans qu'il était utilisé avant la crise du coronavirus, puis mystérieusement, au mois de janvier de l'année 2020, les gens en France peuvent plus l'utiliser, puis après ça, les médecins peuvent plus la prescrire. Donc, curieusement, pendant la crise, alors que c'est une substance qui était connue, puis simultanément, l'industrie pharmaceutique cherche à développer des molécules synthétiques, puis développer des médicaments à vendre à un coût élevé, parce que c'est des médicaments qui sont brevetables. Donc, à ce moment-là, ils peuvent faire de l'argent avec ça, tandis que l'hydroxychloroquine qui existe depuis longtemps, ou si on pense à la vitamine C, la vitamine D, le zinc, ça, c'est des choses qui sont pas brevetables, de ce que je comprenais du documentaire par rapport à l'hydroxychloroquine, parce que ça existe depuis longtemps, ce qui veut dire que il y a moins d'argent qui peut être fait par rapport à ça. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir, par exemple, un lobby pharmaceutique qui a tout intérêt à vendre des solutions dont elle va tirer profit puis avoir un retour financier en proportion. Donc, faire la promotion de ces solutions par rapport à la crise au détriment de d'autres solutions parce que ça lui permet tout simplement de faire de l'argent, de s'enrichir. Il n'a pas du gain. Donc, c'est sûr que c'est un aspect à regarder. Dans le documentaire, il faisait référence au docteur Béchamp, un biologiste français qui est contemporain de Louis Pasteur, qui affirmait que le microbe n'est rien, le terrain est tout. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant, cette citation, parce que c'est vrai, si on regarde la crise du coronavirus, puis le fait qu'il y a des cas qui en meurent, puis il y en a d'autres qui sont asymptomatiques, donc qui sont même pas conscients d'avoir des symptômes du virus, puis ils en meurent pas, puis ils le transmettent sans s'en rendre compte, cet écart-là très grand entre des individus ne peut s'expliquer de par la nature du terrain, et non pas du microbe, où on pourrait remplacer microbe par virus, donc par rapport à la citation énumérée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est reçu selon la forme du récipient pour évoquer un célèbre adage philosophique. Fait que là, vous voyez, je suis pas dans le supramental là, ici. Je fais référence à des citations que je trouve inspirantes. Donc, je suis plus dans un esprit réflectif et non pas d'émission de quelque chose de nouveau, mais faire référence à des choses qui existent déjà, mais que je trouve intéressantes. Donc, le point, c'est que dans le fond, dans le cadre de la crise du coronavirus, c'est sûr si la personne a plusieurs comorbidités, plusieurs problèmes de santé importants, puis elle attrape le virus, c'est sûr qu'elle a plus de chances d'en mourir parce que le terrain est déjà fragilisé. Par contre, si la personne est en très bonne santé puis elle est jeune, à ce moment-là, ça devient peu probable qu'elle en meure. Donc ça, c'est l'importance du terrain. Puis en lien avec ça, c'est quoi qui est le principe? C'est à l'individu donc de prendre soin de son terrain, c'est-à-dire son corps biologique, sa psyché, son état émotionnel également, pour être en santé, naturellement, parce que c'est la qualité de santé qui permet d'avoir une capacité de faire face au virus, naturellement. Si la personne, elle peut,
C'est sûr que si la personne, sa santé est hypothéquée, est avancée en âge, puis n'a pas vraiment de marge de manœuvre, ben malheureusement, elle peut pas faire grand-chose. Par contre, si la personne a 20 ans, puis elle peut, par exemple, améliorer sa qualité de son alimentation, ou la personne est relativement jeune pour favoriser sa santé, ou prendre des suppléments alimentaires comme de la vitamine C, du zinc. D'ailleurs, après avoir écouté le documentaire, je me suis acheté du zinc, en plus de la vitamine C et D que je prends, en complément avec la vitamine B12, puis en complément avec le magnésium que je prends aussi, parce que le magnésium, c'est bon aussi pour l'organisme. Ben, finalement, je montrais ça l'autre fois à ma campagne. Mon réfrigérateur est plein d'éléments de suppléments alimentaires. Là, je prends ça présentement pour favoriser ma santé. Pourquoi? Ben, parce que, à quelque part, on entre dans l'hiver. C'est sûr, c'est une période plus à risque d'attraper le virus, mais en tant que tel, l'idée de mourir du virus m'effleure pas présentement. Donc, effleure pas ma conscience. On verra bien qu'est-ce qu'il y en est. Qui vivra verra, comme on dit. Mais l'idée du terrain est importante dans le sens que c'est la qualité de l'organisme qui va permettre de faire face ou non au virus puis de composer avec la menace qu'il peut représenter. Donc, c'est sûr que c'est une composante à prendre en considération. Et c'est sûr qu'il y a un travail qui peut se faire par rapport à favoriser le terrain, le corps biologique de l'individu, pour le renforcer. Ça peut être à travers l'activité physique, ça peut être à travers aussi la stabilisation émotionnelle. Parce que dans le terrain, pour moi, il y a la composante psychologique, puis j'ajouterais aussi la composante psychique et vibratoire. C'est-à-dire l'état énergétique dans lequel la personne se situe. Est-ce que la personne est heureuse ou au contraire est dépressive? Parce que si la vibration est basse de la personne, ben c'est sûr qu'elle peut être plus disponible à un virus. Et si la vibration est haute, ben, c'est sûr que ça peut favoriser sa santé. Naturellement, vous pouvez me dire qu'il y a des gens qui ont eu des vibrations qui sont hautes puis qui sont quand même décédés. J'en conviens. Par contre, le point, c'est que il y a des questions de programmation qui s'exercent aussi par rapport à ça, dans le sens que la personne pourrait mettre en place dans sa vie plein de mesures pertinentes pour favoriser sa santé, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle va être en santé pour autant. Et le contraire est vrai aussi. Il y a des gens qui ne prennent pas soin de leur santé puis ils vivent pareil longtemps. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans l'existence. Donc, ça prend un certain détachement par rapport aux résultats. Pour, à quelque part, ne pas souffrir puis prendre trop les choses d'une manière personnelle. Voilà ce que je voulais dire là, par rapport à ça. Donc, ça fait un long enregistrement. J'en suis conscient. Par contre, ça a été un plaisir pour moi là, de l'effectuer dans les dernières minutes. Et c'est sûr que s'il y a des gens qui apprécient au fil du temps, les enregistrements que je fais, eh bien, vous avez mes coordonnées en bas de celui-ci. Donc, s'il y a des gens qui veulent envoyer justement mes coordonnées, que ce soit par PayPal ou également via Interac, une contribution financière en guise d'appréciation de mes activités de diffusion web, bien, vous êtes les bienvenus pour le faire, naturellement. Et écoutez, je vous dis à bientôt, puis au revoir.